Notre première conférencière de ce jour et la troisième de ce séminaire abordera une thématique essentielle de notre éducation prioritaire, l'école qui coopère, les relations école-famille-communauté au cœur des apprentissages et du développement des jeunes. Afin d'apporter un regard nord-américain, celui qui va nous permettre de nous interroger, nous avons invité Madame Rolande Deslandes à venir, éminente et distinguée conférencière et professeure de l'Université du Québec. Merci. Alors, bonjour, je vous remercie infiniment pour l'accueil. Je ne commencerai pas à vous remercier personnellement parce qu'il y en a tellement. Bref, j'ai été épatée, j'ai été renversée par l'accueil sympathique que j'ai recueilli. Alors donc, je vous dis tout de suite, j'ai commencé à travailler au niveau de l'école, la famille et la communauté dans les années 90. Alors, ça vous en dit beaucoup. Et je viens du milieu scolaire. J'ai enseigné aussi pendant plusieurs années. Alors donc, surtout en adaptation scolaire et au secondaire. Et mine de rien, je suis maman de 5 enfants aussi. Alors, hein? Alors, ce que je vous présente, je vais le faire rapidement. Vous allez voir, on va sortir d'ici frustrés. Je vais comme vous lancer ça. En fait, c'est quasi 25 ans de carrière là, que je vous amène. Puis c'est pas un roman à l'eau de rose. C'est pas juste du succès. Vous allez voir qu'on a rencontré plein d'embûches. On est resté sur notre appétit. En fait, toute la question d'école, famille et communauté, c'est un chantier permanent. Alors, on ne peut pas s'asseoir et dire « ça y est, c'est gagné ». Alors donc, c'est pour ça que je mets une bémol. Alors, je vous dis ce qu'on a compris dans la littérature nord-américaine aussi, ce qu'on a compris à l'intérieur de nos études, parce que là, je mets mon chapeau de chercheur, et à tout moment donné, je vais m'échapper, je vais mettre mon chapeau d'enseignante. Alors, donc, il se peut que je n'ai pas le temps de tout présenter, mais j'ai besoin d'un gardien de temps, OK? Parce que c'est sûr, j'ai divisé la présentation en deux parce que à mon université, on m'a demandé de faire un résumé, justement, de ce qui a été fait. Ça, c'est école-famille, et puis ça, c'est école-communauté. Alors, vous voyez le dilemme que j'avais. Donc, je vous présente ça en vrac, il y a des éléments qui vous intéresseront pas nécessairement. Bien, M. Heinz va avoir le PowerPoint qu'il va pouvoir mettre à votre disposition. Donc, si on calcule le temps pour l'école-famille, on m'accorde combien de minutes? 1 heure en tout. Vous me le dites au bout de 30 minutes. Je m'arrête et je change. On est obligé de faire ça parce que j'ai été responsable d'un cours sur l'école, la famille et la communauté, en fait, depuis 2004 à mon université, ce qui veut dire 45 heures. Hein, vous voyez, d'où l'importance, finalement. Alors, oh oui, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse se donner comme défi de trouver un petit quelque chose dans ce que je vais présenter et qui va pouvoir vous inspirer. Ou bien encore, que vous allez pouvoir dire à la fin, « Ah, bien ça, c'est exactement ce que je fais, moi. » Parce que vous savez, j'ai eu « Oh, merci aux directions d'école. Merci aux enseignants pour nous avoir donné l'occasion d'aller visiter leurs écoles. » Et encore là, j'ai été renversée par tout ce qui se fait déjà. Alors, je ne suis pas ici pour vous prêcher la bonne nouvelle, d'accord? Alors, juste un petit quelque chose peut-être qu'on pourrait faire autrement. Alors, on y va, donc, et c'est Farah qui... Alors, donc, on y va, ce que nous avons compris. Alors, quelques petites définitions qui sont importantes parce que d'un moment, ça semble être polémique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par participation parentale au suivi scolaire? C'est tout simplement le rôle des parents puis de la famille. Je vais souvent parler des parents, mais en fait, je veux dire la famille, puis la famille étendue. Hein, c'est de la déformation, là, dans l'apprentissage et la réussite. Partenariat, famille, école, communauté. Moi, j'ai tendance à utiliser collaboration, mais je sais que ce n'est pas tellement populaire comme terme. Alors, c'est pour ça que je vais mollo et j'utilise le terme partenariat. Alors, il ne faut pas perdre de vue, je ne vous apprends rien, c'est l'élève, c'est l'enfant qui est au centre de nos interventions. On veut partager des buts, confiance mutuelle,
Et c'est pas facile, hein, à se faire confiance. Ça se perd facilement, mais on a fait quelques études, puis j'espère avoir le temps de vous donner quelques résultats. On parle aussi de style parental. Ça, je peux définir ça comme le patron ou bien le climat, finalement, qui règne à la maison. Alors, qu'est-ce que ça de climat qu'on a? Et nous, on s'est basé sur des auteurs américains, entre autres, et puis on a traduit, puis on a adapté. Ah, communauté, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose pour nous tous. Alors, dans notre cas, nous, ça réfère aux organisations, aux individus, aux entreprises, aux organismes communautaires qui peuvent contribuer à la mission de l'école. Et de plus en plus, on dit que ça doit être bidirectionnel, que l'école peut faire des choses aussi pour aider la communauté. On y va? Alors, donc, pourquoi qu'on parle de relations? Et vous parlez de relations. Je vous ai écouté hier et à plusieurs reprises, je l'ai entendu. Quand on est allé dans les écoles, encore une fois, on entendait le terme relation. Alors, on dit la participation, finalement, c'est un mot d'action. Alors, ça réfère à des événements ou des actions. Les relations reflètent une perspective interpersonnelle, alors que le partenariat renvoie à des actions. Nous, jusqu'à maintenant, là, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup, beaucoup relié aux actions, aux activités. Mais on va voir, puis vous le savez déjà, qu'il faut un peu plus. Alors, les relations école-famille, donc, représentent des qualités personnelles et affectives qui sont associées à ces actions. Action, relation. Puis le partenariat, somme toute, c'est une question de relation. Et c'est ça qu'on a appris finalement au fil du temps. Alors, ce n'est pas juste des actions, mais c'est aussi une question de relation. Alors, pourquoi qu'on s'est mis à parler de partenariat école-famille-communauté? On change. Alors, à cause des réalités sociodémographiques. Chez nous, il y a plein de mamans qui travaillent à l'extérieur. Alors, je me souviens, quand on a commencé à parler de ça, on avait 70 % des mamans qui travaillaient à l'extérieur. C'est encore plus haut. Les exigences des milieux de travail. Alors, nos familles doivent performer. L'écart économique, évidemment. Vous savez, au début des années 2000, on disait on veut réduire l'écart entre les riches et les pauvres. On est allé dans le sens contraire, malheureusement. Diversité des milieux culturels. Alors, je vous parlais d'immigration. Bref, ça s'est agrandi énormément. Structure familiale. Avant de m'en venir, j'ai entendu Statistique Canada qui a dit que maintenant, 60 % de nos élèves dans nos classes proviennent, en fait, ils sont nés hors mariage. Parce que nous, la religion catholique était très forte à un moment donné, mais là, on voit que de plus en plus, on a les familles, les parents ne se marient pas nécessairement. Diversité et complexité grandissante des problèmes des jeunes. On a toutes sortes de problèmes. Et là, en passant, on vient de, notre ministre au niveau du Canada vient de légaliser le cannabis. Oui. Alors, je viens d'obtenir une subvention justement pour y travailler avec une collègue. C'est elle qui assume le leadership en passant. Mais c'est parce que les jeunes du secondaire, du collège, ils s'imaginent, ah bien, ça va être légal pour nous. Alors, M. Trudeau a parlé de 18 ans et notre nouveau premier ministre dit qu'il veut reculer ça à 21 ans. Donc, à suivre. Alors, donc, on parle aussi de nécessité d'accroître le capital social. Alors, les relations se sont effritées, surtout en milieu urbain. Même en banlieue, on ne se connaît pas, on n'a plus de lien entre nous. Et le phénomène de l'enfant au cou. Alors, on file. Donc, on va accélérer. Les arguments politiques. Alors, je passe tout de suite au deuxième. La loi 180 qui est arrivée en 1997 et qui a dit « Ah, à partir de maintenant, les parents vont avoir un rôle à jouer dans les conseils d'établissement. » En 2002, alors ça vient de top-down, hein, comme Mme la ministre disait tantôt. Alors, en 2002, là, ils ont dit, vous devez faire, comme vous autres, un projet éducatif, vous appelez ça un projet d'établissement, et les parents et la communauté doivent y participer.
juillet, on ne chôme pas, hein? Juillet 2018. Alors, le projet éducatif a été redéfini en 5 étapes. Et alors, ce qu'on demande aux directions d'école, c'est d'analyser l'environnement externe et interne, puis les enjeux, les orientations, les objectifs et les cibles du projet. Moi, personnellement, je trouve ça extrêmement lourd. On s'en reparle. Je vous passe ça en vrac, là, juste pour vous dire que ça existe. Mais souvent, les étudiants que j'ai, les enseignants, me disent « Hey, montre-nous-en des modèles théoriques pour qu'on comprenne ce qu'on vit présentement dans nos écoles. » Celui-là est intéressant. Alors, si on regarde ce qui se passe dans nos familles, alors ce qu'on dit, voyez-vous le style parental qui vient influencer les pratiques parentales. Alors, dépendant du climat qui règne dans la maison, mais ça va venir influencer positivement ou négativement les pratiques des parents. Et voyez-vous en haut, volonté de l'enfant, la réceptivité de l'enfant. Alors, c'est sûr que quand on travaille avec des ados, s'ils ne veulent rien savoir, bien, il y a bien des chances qu'on soit bloqué, que ça n'aille pas trop vite. Alors, on y va. Le deuxième, je pense que tout le monde connaît Bronfenbrenner. Alors, l'enfant qui est au centre des différents milieux. Alors, on y va. Celui-là, je l'aime particulièrement. C'est une variante du modèle de Bronfenbrenner qui représente l'école et la famille que tout le monde connaît, les cercles Venn, hein, par des cercles intersectés. Et vous avez à gauche et à droite les caractéristiques des familles, les philosophies, les pratiques qui vont venir influencer la collaboration au centre. Et c'est la même chose pour l'école et c'est la même chose pour la communauté. Et évidemment, ça varie dans le temps selon l'âge et selon le niveau scolaire. Je le trouve intéressant en plus, puis il ne fait pas consensus, hein, je suis aussi bien de vous le dire, mais moi, j'y travaille depuis la fin des années 90. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, l'auteur a développé une typologie des types de participation parentale. Alors, vraiment, pourquoi en avoir tant? Mais c'est pour aller chercher, pour atteindre le maximum de familles. Alors, on dit, on doit aider les familles dans leurs responsabilités familiales, comment créer un milieu propice aux apprentissages, les préparer pour l'école et tout le matin. Communication, ça c'est névralgique, c'est crucial. Le bénévolat ou le volontariat, je pense que c'est le terme que vous utilisez. Bien, évidemment, nos parents ne font pas la file indienne pour être des bénévoles, ça c'est sûr. Ensuite, quatrième, c'est vrai que j'ai oublié, merci. Le quatrième, ce sont les apprentissages à la maison. En fait, ça réfère c'est hier que je parlais de l'importance de guider les parents qui le veulent bien, parce que je veux avoir le temps de remettre les pendules à la toute fin. Un petit 2 minutes additionnelles, d'accord? Bon, je commence déjà à négocier. Et puis, et le dernier, le cinquième, c'est la participation dans les prises de décision. Et récemment, je voyais un article dans lequel un collègue disait « Ah, il y a moins de parents qui participent dans les prises de décision. » Mais comment? C'est clair, c'est évident, là. Alors, là encore, il faut quand même être réaliste. Et la collaboration avec la communauté. Les premiers temps, on parlait de cette collaboration-là, mais au fil des années, ça s'est beaucoup développé. On y va. Ah, celui-là, je l'affectionne particulièrement. Pourquoi? Hein? Ici en bas. Hein? Pardon? Micro. Je suis habituée d'enseigner, alors sans micro. Bon, alors ce que ça dit, c'est le modèle de Hoover, Dempsey et Sandler qu'on a utilisé à maintes reprises, qu'on a traduit, puis on a utilisé les outils, puis on les a adaptés. Ça dit que les parents vont décider de s'impliquer, vous avez en rouge, dans la mesure où ils comprennent que ça fait partie de leur responsabilité parentale. Alors, on en a des parents qui disent « Hey, on laisse ça à l'école, hein, puis c'est à eux autres de faire leur job, puis moi, je vais faire la mienne, hein, à la maison. » Et en fonction aussi de leur sentiment de compétence. Mais qu'est-ce que ça va donner? Surtout quand on a implanté la réforme, les parents disaient « Mais moi, je ne comprends rien, alors je suis aussi bien de ne pas m'impliquer. » Et en fonction des invitations qu'ils reçoivent des jeunes et qu'ils reçoivent des écoles. L'auteur, Kathleen Hoover Dempsey, l'a amélioré et elle a ajouté ici, puis on en parlait hier,
l'importance de prendre en compte les éléments du contexte de vie des parents. Hein, les parents, ils sont super sollicités, comme nous, enseignants. On est parents aussi, hein? Alors donc, le temps, la disponibilité, c'est à prendre en considération. On y va. Donc, on a étudié, on s'est basé sur le modèle de Harvard Family Research Project, où on dit ce qui est important, ce sont les processus familiaux. Et tantôt, je vais parler des caractéristiques. On s'est rendu compte, nous, dans nos études, finalement, ce que les parents font, ce que les familles font, c'est plus important que leurs caractéristiques. Et ça, je me souviens, quand on a obtenu ce résultat-là, je me suis dit, ah, ça, c'est la lumière au bout du tunnel. Alors oui, on peut travailler pour modifier des choses. Alors, c'est divisé en deux, rôle du parent éducateur, là, on va regarder les pratiques parentales, et les relations école-famille, c'est-à-dire les liens officiels entre l'école et les familles. On y va. Le rôle du parent, ah, là, il y a beaucoup de choses, mais je vais vous sortir jusqu'à ce que je trouve qui est davantage important. Bon, qu'est-ce qu'on entend par pratique parentale? Alors, ce sont les interventions qui sont spécifiques, qui ont un contenu. Comme tantôt, je parlais de participation parentale au suivi scolaire. Ça, c'est pour favoriser la réussite. Donc, il y a un contenu spécifique. Les pratiques du parent à la maison. Qu'est-ce qui semble efficace? Les parents, c'est-à-dire selon la perception des jeunes, ils nous ont dit, bien nous, ça marche, ça nous aide quand les parents nous soutiennent. Bien, vous l'observez dans vos milieux, vous le vivez à tous les jours. Alors, quand ils nous encouragent, quand ils nous complimentent, évidemment, si c'est sincère, quand il y a une aide directe dans les travaux, s'il y a travaux, puis si le parent peut. Hein? Moi, je me souviens que rendu en mathématiques au collège, je disais peut-être ce serait mieux de contacter un ami. Relation parents-enfants et parents-ados positive. Quand ça va bien dans la famille, c'est beau là, le dire, mais c'est un fait. Quand ça va bien, bien, il y a dans bien des cas, ça va mieux à l'école. En passant, ça me vient de venir à l'idée, on a fait une étude au niveau de la maternelle avec ma collègue Marie-Jacques de l'Université Laval. Et ce qu'on a constaté, quand l'enfant a des relations positives avec sa mère, bien, il a tendance à avoir des relations positives avec l'enseignante. Alors, les gens, hein, les institutrices à la maternelle, vous le voyez. Et puis, il va apprendre plus vite son rôle, son métier d'élève, suivre les consignes, les habiletés sociales, etc. Les pratiques parentales reliées à la vie scolaire, évidemment, la communication, la participation à des comités, mais c'est pas parce que, comme parent, je participe à des comités que mon enfant va mieux réussir. C'est là qu'il faut départager les choses, là. Alors, si je participe, bien, je rencontre les enseignants, il y a plus de chances que, justement, j'établisse une relation positive. J'en sais plus au niveau des programmes à l'école et je suis plus au courant des règlements à l'école. Donc, je peux revenir à la maison et discuter tant que soit peu avec mon jeune, évidemment, s'il est réceptif. Alors, ça va, on y va. Alors, on a fait aussi, puis je vous en fais grâce, là, des études sur les pratiques parentales et le style parental. Alors, donc, selon le genre du parent, le genre de l'adolescent, je vous en parle pour en arriver finalement à dire, hey, là, on a assez fait, là, hein? On passe. Parce que ça, c'est un danger qui nous guette. Avec le renouvellement du personnel, des nouveaux chercheurs qui arrivent, bien, on a tendance à refaire les mêmes choses. Dans le contexte des devoirs et leçons, là, on s'est amusé. On s'est vraiment amusé. Puis s'il y a quelque chose, je pensais, quand j'ai eu la subvention, je me disais, hé, qui s'intéresse aux devoirs et leçons? Malheur, tout le monde est intéressé par ça. Alors, on est allé voir au primaire, on est allé voir au secondaire. Et ce qu'on a appris, entre autres, les familles non traditionnelles,
ce qui veut dire soit le papa monoparental, la maman monoparentale ou encore famille étendue. Ensuite, les familles de jeunes qui ont des difficultés scolaires, bien, sont plus réfractaires aux devoirs et leçons. On peut les comprendre. Et autre chose que je veux, petit message, souvent on s'imagine qu'on doit donner des devoirs et leçons à tous les soirs. Les études ne font pas consensus par rapport à l'impact positif sur la réussite au primaire. Attention, ce n'est pas le cas au secondaire. Mais on a toujours besoin de faire apprendre des choses et donc de la mémorisation, de la pratique, mais ce n'est pas obligatoire à tous les soirs. Puis il y a même des écoles, en passant, qui s'affichent « école sans devoir » et qui vont chercher une clientèle comme ça. Alors donc, souvent on me demande « Hey, est-ce qu'on devrait donner des devoirs? » Bien, ça se décide à l'intérieur d'une même école. On pourrait parler d'un même cycle. Alors, les enseignants s'emparent et ils décident. Donc, ça revient à chaque milieu, à chaque contexte. En fonction de la structure familiale, j'ai un étudiant, entre autres, qui a constaté que quand le papa est chef de famille, il y a plus de ressources matérielles. Exemple, on pourrait peut-être retrouver plus de tablettes. Hein, quand c'est papa, hein, on comprend pourquoi. Mais quand c'est la maman, elle participe plus au suivi scolaire que le papa. Des petits détails comme ça que vous savez déjà, que vous observez dans vos milieux. La direction de l'influence dans les interactions au niveau de l'adolescence. Les parents vont chercher à développer l'autonomie. Hein, on le sait, très tôt, je l'entendais, même à la maternelle, chez les tout-petits. Alors, jusqu'en troisième secondaire. Et en troisième secondaire, ça, ils ont 15 ans. 15 ans, à peu près. Donc, c'est le collège pour vous autres. Hein? Alors, là, ils vont davantage tabler sur plus que les jeunes sont autonomes, rendus à ce moment-là, plus qu'ils vont chercher à les rendre davantage autonomes, ils vont leur faire confiance. Vous, c'est intéressant. L'intérêt des ados à soutenir la participation. On a tout un travail à faire avec les ados. Puis nous aussi, comme enseignants, on a un travail à faire. Parce que souvent, on se dit, « Hey, là, lâchez-les, là. Ce sont des ados, ils sont autonomes. » Alors, il faut que les parents soient dans le décor de façon différente qu'ils l'étaient au primaire, hein, surtout. Alors donc, il faut dire aux ados, mais parlez-en à la maison, encore là, aux parents ou à la famille étendue, qui que ce soit, un adulte signifiant. Parlez de ce que vous faites à l'école. C'est important qu'un adulte soit au courant. C'est important qu'un adulte s'intéresse aux jeunes. Les ados nous ont dit à un moment donné, nous, on est prêts justement à discuter d'un travail à faire à l'école avec un adulte à la maison. Mais de là le recevoir dans la classe, là, non, hein? OK, ça, c'est... Alors, vous voyez, avant de faire quoi que ce soit, c'est important de vérifier auprès des ados jusqu'à quel point ils sont ouverts à ce genre de participation. L'influence des relations école-famille, donc, c'est les liens officiels et informels. Ce que les parents nous disent souvent, je ne sais pas, les parents ici, on va s'en reparler plus tard, c'est qu'on aime échanger avec les enseignants. Alors, que ce soit à l'épicerie, que ce soit, évidemment, hors des murs de l'école, bien oui, on apprend d'eux quand même, puis on établit un lien. Donc, on parle de liens formels et informels. Même, il y a des jeunes qui disaient, mais tel enseignant, je trouvais que c'était un air bête. On se comprend, un air bête. Mais je l'ai vu à telle place, puis j'ai bien constaté qu'il était parlable, finalement, qu'il était gentil, plus facile d'approche. Évidemment, le rôle des croyances, des perceptions, des attentes, là, ça fera. On a assez regardé ça, il y a eu tellement d'études de faites là-dessus. Là, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de regarder à l'intérieur de nos contextes respectifs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être différent? Qu'est-ce qui est spécifique à nous? Mais les grandes études sur ça, là, je dis, on tourne la page,
passe à autre chose. D'accord? Alors, on a regardé aussi les influences contextuelles. Alors, les caractéristiques des familles, des parents, vous les connaissez. Parents peu scolarisés ont tendance à moins s'impliquer, vous le savez, vous le vivez. Les parents qui ont eu une expérience malheureuse à l'école, hey, nous, on a plein, parce qu'ils ont décroché. On a quand même un haut taux de décrochage quand on regarde ça de près. Il est toujours trop haut, de toute façon, là. Mais selon les statistiques qu'on nous présente, alors ça varie entre 12 et 15 %. C'est plus élevé chez les gars. Alors, c'est pour ça qu'on dit on a de la misère avec nos gars. Hein? Mais par contre, dans certaines écoles, comme si on regarde les écoles de milieux défavorisés, parce que nous, on n'a pas la même appellation que vous, on a un index économique qu'on attribue aux écoles. Alors, donc, milieu pluriethnique, évidemment, on comprend. Le taux de chômage peut même dépasser pas de chômage, hein, le taux de décrochage peut même dépasser 50 %. Alors, on est un petit peu paniqué, surtout dans les milieux urbains pluriethniques. On y revient. Alors, les caractéristiques reliées aux jeunes, évidemment, le jeune qui vit des difficultés. On parlait tantôt, l'estime de soi, je pense que c'est vous qui l'avez mentionné. Alors, qui vivent des difficultés depuis la maternelle, mais on le sait, hein, à partir de la 2e année du primaire, on peut prédire qui va décrocher. Alors, le jeune qui vit des échecs continuellement, bien, mais là, il n'est pas intéressé à ce que ses parents s'impliquent vraiment. Ce qu'on fait à l'école, ce qu'on fait, nous, les activités, puis vous en faites énormément. Je lève mon chapeau. Alors, tout ce que vous faites pour rejoindre les parents, bien, c'est excellent. Ça fait partie de nos responsabilités à nous. Les caractéristiques de la communauté. On va entendre parler de communautés où il y a davantage de violence. Là, à ce moment-là, évidemment, on va se préoccuper davantage de réduire le taux de violence que de se préoccuper de la réussite scolaire. Hein? Alors, vraiment, ça se comprend. Les caractéristiques de l'école, on se rend compte que, oui, puis d'ailleurs, je vous écoutais, puis je retrouvais cet élément-là. Les écoles de petite taille sont différentes des écoles de grande taille. Alors, il y a dépendant des pratiques parentales puis des liens école-famille qu'on regarde, ça peut être différent. Vous l'avez ici, la diversité des familles, des enfants, évidemment, c'est un de nos défis les plus importants qui nous guettent et qu'on devra relever. Le rôle de l'école, donc, je te disais, mise en place d'activités, puis autant que possible des programmes globaux. Pourquoi globaux? C'est pour rejoindre le plus de familles possible. On y va. Ça va jusqu'à maintenant, là? Hein? On va vite, mais M. Heinz va avoir le document. Formation. Voyez-vous, je retourne. En 2002, on a regardé auprès des futurs enseignants quels étaient leurs besoins par rapport au travail à réaliser avec les familles. Et on a utilisé, évidemment, des questionnaires qui ont été développés et tout. Alors, donc, depuis 2004, on oblige tous les futurs enseignants, alors qu'ils finalement veuillent aller vers le secondaire, le primaire ou l'adaptation scolaire, à prendre le cours. On n'a pas tout le monde, OK? Au moins, on sensibilise les futurs enseignants à l'importance de travailler avec les parents. En 2006, on l'a évalué. Il semblait très satisfait, mais là où on se questionnait, surtout quand on parle des attitudes, ça prend du temps à changer des attitudes. Alors, il va falloir revenir définitivement et chercher à l'améliorer, comme entre autres, le volet sur la diversité est plus important, même dans les régions, parce qu'on a de plus en plus d'immigrants, il va falloir leur accorder davantage d'importance. Et un meilleur arrimage, vous avez des stages comme futurs enseignants, un meilleur arrimage aussi entre cette formation-là et les stages. Parce que dans certains cas,
les étudiants n'ont pas accès aux parents. Alors, il y a des enseignants qui vont dire, bien, regarde, là, commence par... Des fois, on peut comprendre, ça peut être justifié. Mais prends ton temps, puis avant de te faire rencontrer des parents, comme je dis, on peut avoir raison de le faire, mais on cherche à établir un meilleur arrimage. Ça va? Oh, ça, c'est mon préféré. Vous voyez comme c'est compliqué, les relations école-famille. Alors, hein, si on pense qu'on peut développer ça et crier bingo, mais là, vraiment, on s'enligne pour être désappointé. Vous avez ce que je vous ai mentionné à gauche, ce qui est associé aux parents, aux familles. Puis, c'est pas tout qui est là. Hein? On a mis là vraiment ce qui ressortait. Enseigner ce qui est relié aux enseignants, parce que il y a certains enseignants qui disent, bien, moi, j'aime pas ça, je crains de rencontrer les parents. Tout dépend des types de parents qu'on a. Hein? Facteurs personnels, on les a mentionnés. En haut, on a la participation parentale. Ah oui, les parents, vous allez pouvoir me valider ça par la suite. On participe à la maison, puis on participe à l'école. Alors, vous avez ça en haut. Les pratiques de l'école aussi. Et tout dépend. Tantôt, on parlait de la compréhension du rôle parental, le sentiment de compétence, mais c'est également vrai pour les enseignants. Est-ce que moi, comme enseignant, je comprends que ça fait partie de mes responsabilités de travailler avec les parents? Est-ce que je me sens compétent pour le faire? Est-ce que j'ai l'appui de ma direction d'école? Ah, je vous écoutais, là, chère direction d'école. Vous êtes tellement important pour la réussite des élèves et aussi pour soutenir les enseignants. Est-ce que j'accorde de l'importance? On parle du temps, mais nous, on court après le temps, puis vous autres aussi, de ce que j'ai compris. Hein? Essayez, ça fait des décennies qu'on demande de nous accorder plus de temps pour travailler, pour rencontrer certains parents, et ça tarde à venir. Évidemment, on parle de culture scolaire aussi. Alors, on y va. Comment ça va dans le temps? J'ai fait ma demi-heure. On continue. Alors, donc, pourquoi se donner tant de troubles, finalement? C'est parce qu'on a vu, on connaît, là, je ne reviendrai pas là-dessus, on connaît tous les impacts positifs que ça peut avoir, mais que ça n'a pas tout le temps, d'accord? Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous résume ça. On a fait une recherche-action en suivant le modèle de Joyce Epstein, qui ressemble étrangement à ce que vous devez faire pour le projet éducatif, le projet de l'école. Alors, on a vérifié avec des enseignants, des parents, puis même, on est allé voir des écoles secondaires pour voir qu'est-ce qu'on devait améliorer, et en utilisant la typologie dont je vous ai parlé tantôt. Il y a eu des activités, je vous ai dit tantôt, ce n'est pas juste des histoires à succès là, que je vous présente. Alors, il y a eu des activités qui ont été mises en place au primaire. Vous voyez ici, alors, lecture, écriture, portfolio, il y a eu des dépliants de développer des guides pour les parents, etc. Au secondaire, au collège, au niveau collégial. Mais là, on était un petit peu plus réfractaires. On dit on a tellement de projets dans l'école. Il y a un type de projet qui s'appelle école orientante. École orientante veut avoir sa place. Il y a aussi l'éducation à la santé. Tassez-vous, moi j'arrive avec ma santé. Je veux avoir ma place. Donc, il y a de la compétition. Puis, ce qu'il nous disait à ce moment-là, mais il y a... Ah oui, puis là, dernièrement, c'est l'école entrepreneuriale. Il faut entreprendre, hein? Et oui. Alors, donc, il nous disait, mais il y a trop de projets. Je parle du collège, là encore. Ensuite, il y a trop de comités. On ne sait même pas ce qui se fait, ce qui se dit dans les différents comités. Puis, il craignait aussi, il pensait qu'on était des évaluateurs. Il n'y a pas de projet éducatif qui est mauvais. Là, il faut comprendre ça. Il n'y en a pas. Il faut juste les améliorer. Donc, il nous voyait, nous, comme étant des intrus, pas des inspecteurs, parce que ça n'existe pas, hein? Mais on a vu quand même la résistance. Alors, on a évalué, ça a été dit.
je l'ai entendu aussi au cours des 2 dernières journées, évaluer le processus d'implantation. Ce qu'on a compris, puis là, on retourne en 2006, puis ça tient la route encore. Alors, donner la priorité à notre projet éducatif, évidemment. Le leadership. Tantôt, je parlais de la direction, leadership de la direction, leadership des enseignants aussi. Coordonnateur, bien oui, coordonnateur, vous en avez, on se rejoint. De meilleurs canaux de communication. Ensuite, je vais y aller, voir être, on va en parler. Alors, l'impact, comme je disais, parce qu'on voulait modéliser, alors donc, je vous ai parlé plutôt de la réticence ou de la résistance au niveau secondaire, mais une plus grande ouverture au niveau primaire, comme vous observez dans vos milieux respectifs. Oui, on passe... Ah oui, il y a un autre projet qui a été fait plus récemment. Alors, c'est une université qui est située à Chicoutimi. Chicoutimi, vous connaissez? Alors, oui. Alors, c'est au nord, plus au nord. Alors, eux, ils ont développé un consortium d'écoles, de commissions scolaires, et ils ont travaillé en équipe, justement, pour développer des pratiques. Alors, ils ont fait ce qui est le fun avec eux, puis vous pouvez le retrouver sur Internet. Alors, je vous donne, tiens, c'est ça ici, les auteurs sont là. C'est un guide de toutes les pratiques qu'on peut mettre en place dans différentes écoles. Alors, c'est vraiment un très gros travail qu'ils ont fait et ça peut en inspirer d'autres. On y va? D'accord. Piste prometteuse. Alors, évidemment, tout ça, piste prometteuse. Alors, tout ce que je viens juste de dire, bien, évidemment, ça entraîne des tensions. Hein? On change des choses et c'est Christine Loer qui en a parlé à un moment donné, lors de la première journée, du laboratoire du changement. Et dès qu'on amène du changement, il faut voir comment on peut se réajuster. Alors, je vous dis ça rapidement, là, on a utilisé un autre paradigme pour examiner ça. Et celui qui était intéressant, je vous ai donné des exemples, mais on n'aura pas le temps de tous les voir. Entre autres, les devoirs et leçons. Alors, il y a une direction d'école qui nous contacte et qui nous dit, bien là, je remplace la direction qui est malade. Alors, dans le projet éducatif, c'était dit, on doit faire une réflexion sur encore les devoirs et leçons. Imaginez-vous donc. Alors, je ne sais pas quoi faire avec ça. Donc, on est allé et on a fait un laboratoire du changement pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou modifié. Mais nous, on ne prend pas parti, là. Ce sont vraiment les gens du milieu. Et ça a été dit aussi hier à la fin de la journée. Il y a quelqu'un qui a dit, bien, ça serait bien qu'on puisse échanger davantage comme on le fait. C'est exactement ce que les enseignantes ont fait. Elles ont commencé par dire, bien, moi, là, avec mes jeunes, je fais telle chose par rapport aux devoirs. Différents niveaux, différents cycles. Et finalement, pour en arriver à la conclusion, bien, regarde, je ne savais pas que tu faisais ça. Pourtant, on est dans la même école et c'est une petite école primaire. Alors donc, elles ont discuté. Il y en a une, à la fin de la première rencontre, qui dit, mais pourquoi qu'on n'inviterait pas des parents, finalement, pour savoir ce qu'ils en pensent des devoirs et leçons? Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion, entre autres, là, je vous résume ça. Peut-être qu'on devrait utiliser la même terminologie lorsqu'on parle de devoirs et leçons. Leçons, c'est pour mémoriser, pour apprendre. Devoir, on parle de travail écrit qui va être fait à la maison souvent, mais on s'est rendu compte que c'était davantage en première et deuxième. Bien là, les enseignants du deuxième cycle nous ont dit, bien nous, on se garde du temps à la fin de l'après-midi pour justement faire ce qui pourrait être appelé un devoir, mais ça ne l'est pas parce qu'ils ne le font pas à la maison, ils le font à l'école. Mais les jeunes travaillent en équipe. Alors donc, ils pratiquent ce qui a été fait et ça se fait à l'école.
Mais il y en a toujours, hein? Vous reconnaissez vos petits, là, hein? Vos petits garnements. Alors, donc, il y en a toujours qui ne finissent pas. Ah, si tu ne finis pas, tu dois le faire à la maison. Si tu reviens le lendemain, s'il n'est pas fait, bien là, tu vas devoir le faire sur l'heure du midi avec l'enseignant là, qui supervise. Alors, eux, dans ce contexte particulier-là, ça leur convenait suite à cette réflexion-là. Alors, on y va? Alors, donc, l'influence, tantôt, quelqu'un me demandait, mais c'est quoi au juste la communauté pour toi? Alors, je vais le répéter, parce que c'était sur la première diapo. Alors, on réfère soit aux individus, mais ça, c'est sur votre terrain, hein? Je vous ai tellement entendu parler de ça, là. Vous allez voir, vous allez vous retrouver. Alors, les individus, les entreprises, les organismes communautaires, les organisations, et j'ai appris avec vous, la mairie, évidemment, fait partie de la communauté. Alors que chez moi, ben non. Hey, si je retourne et puis j'annonce au maire que maintenant, il va devoir s'impliquer, hey, non, franchement, il va me mettre de côté. Alors donc, l'influence, pour dire hein, que la culture, c'est important. L'influence de la communauté, donc, oui, la communauté, vous le savez, vous le vivez, influence les buts, les croyances, mais dans un premier temps, elle donne accès à des ressources auxquelles on ne pourrait pas avoir droit sans, justement, ces individus, ces organismes-là. Et on peut également recevoir des programmes. On va parler tutorat, ça dit quelque chose pour vous? Tutorat, mentorat, bref, on peut, des projets littéraires. Nous, tout de suite, j'ouvre la porte vers ça, on travaille beaucoup avec les bibliothèques municipales. Il y a certaines écoles qui ont des bibliothèques. Alors, les élèves les empruntent et ça va, là. Mais on peut aussi travailler avec les bibliothèques municipales. Les jeunes se rendent là, à la bibliothèque, pour aller recueillir leurs livres et ça se fait périodiquement. On peut même utiliser les bibliothèques municipales pour des expositions d'œuvres des élèves, pour des expositions scientifiques, etc. Donc, la bibliothèque fait partie de la communauté. Un exemple. On parle d'augmenter le capital social. Ça, j'en parlais tantôt, là, les liens qui s'effritent entre les gens. Alors, les liens avec la communauté peuvent être centrés sur les élèves. Ça, on en a parlé, des incitatifs, etc., des bourses. Sur la famille, on peut offrir des ateliers dans la mesure où elles en ont besoin, où elles le manifestent. Parce que tantôt, on parlait de top-down, bien down-up aussi. Hein? Alors, ce n'est pas à moi de décider, chers parents, vous devriez suivre telle formation. Surtout pas. On l'a déjà fait, hein, malheureusement. Amener du matériel à l'école. Il y a une enseignante, une directrice d'école qui me disait, il y a déjà plusieurs années, écoute, il y a telle entreprise dans ma communauté qui me dit, tu as besoin d'une classe d'ordinateur, je t'amène ça. Alors, il y a des entreprises qui sont formidables. Il faut avoir le tour, il faut avoir les habiletés. Puis je sais que ce n'est pas donné, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y en a parmi vous qui sont formidables par rapport à ça. Vraiment, là, j'ai été ébahie à vous entendre. Alors, toute la question de réseautage. Et par rapport tantôt, je parlais des expositions, etc. Et les liens avec les entreprises sont, évidemment, les initiatives les plus nombreuses. Alors, il y a des obstacles. Il n'y a rien de facile. Ben oui, mais si j'invite des gens de l'extérieur, je n'ai pas parlé de ça au niveau des parents, tantôt on pourra en discuter. Moi, je pense que j'ouvre la parenthèse, je reviens un petit peu en arrière. Quand on invite des parents à l'école, je sais qu'on n'aime pas ça, hein, nécessairement. Pour certaines personnes, pour certains enseignants, ça va de soi, c'est facile. Mais il faut absolument l'idée. Qu'est-ce qui est attendu d'eux? Je me souviens, à un moment donné, je donnais une formation et il y avait des enseignantes qui me regardaient d'un drôle d'air. Et elles m'ont dit, mais tu sais, toi, là, ton histoire, là, d'inviter les parents,
Mais nous, à chaque matin, quand on arrive dans notre classe, il y en a au moins 4-5 parents qui nous attendent. Et là, ça fera, hein? Alors donc, on invite les parents pour des raisons vraiment particulières et on leur explique ce qui est attendu. Et nous, je pense que je vais le mentionner aussi, c'est notre façon d'aller chercher des papas. J'en ai pas parlé, hein? On sait que c'est surtout les mamans qui sont impliquées, mais on travaille beaucoup sur l'implication des papas dans la mesure du possible. Parce que moi, je me dis, il faut être réaliste, on est complémentaires. Mais à partir de la naissance, j'ai des collègues qui ont beaucoup travaillé, mais rendu à l'école, c'est moins simple. C'est comme le royaume de la maman. Puis il y a des papas aussi qui se sentent moins à l'aise. Mais graduellement, on les invite pour venir nous parler de ce qu'ils aiment faire, peut-être de leur métier ou bien de leur talent. Et c'est une façon d'aller les chercher, comme on fait la même chose avec les mamans. Donc, crainte de l'école d'être jugés, hein, ils vont voir qu'est-ce qu'on fait. Après ça, ils vont chialer, ils vont nous critiquer. Hein? Crainte de voir augmenter la surcharge du travail actuel. Hey, on a assez à faire, là, on est débordé jusque-là. Si en plus, il faut impliquer la communauté, vous voyez qu'il y a une façon de le faire. Attitude et perception des éducateurs, évidemment. Désir de protéger son territoire. Et ça m'appartient. On va appeler ça la territorialité. Je l'ai. Hein? Et on retrouve aussi ce désir-là entre on n'a pas parlé ça jusqu'à maintenant, entre les ordres professionnels. Alors, on va chercher les intervenants dans la communauté, psychologues, hein? Travailleurs sociaux, j'imagine qu'ils font partie d'ordres professionnels. Et là, ça, c'est pas évident non plus. Et quand on parle du projet éducatif, là, tel que notre ministre de l'Éducation en parle, bien là, il faut qu'il y ait un représentant des intervenants sur, justement, le conseil d'établissement. Mais qui est choisi et selon quels critères? Je vous en parle parce que, justement, j'ai reçu un appel, me disant, Madame Deslandes, là, ça ne marche pas du tout, notre affaire, là. On est 4 organismes communautaires à travailler sur la lecture. Mais c'est qui va aller nous représenter à l'école? Et ça, encore là, la direction, le chef d'établissement a un rôle primordial dans cette sélection-là, en fonction, il faut que ça soit en fonction de l'aide qu'on recherche ou du soutien, justement, des objectifs de notre projet éducatif. On y va? Comment faire? Ah là, je passe vite. Je disais, choisir les partenaires au milieu. Ah, de plus en plus, ils disent qu'il faut se préparer à la collaboration. Comment travailler ensemble? C'est pas facile, c'est pas simple, ça vient pas comme ça. Alors donc, travailler pour développer ça, considérer, ça je trouve ça intéressant. Je l'ai vu dans un article de 2019. Oui, je ne me trompe pas, là. 2019, OK? Alors donc, vous êtes à la fine pointe, c'est le cas de le dire. Alors, considérez l'intensité et la durée des collaborations. Alors, donc, je fais une entente avec un partenaire, mais elle commence puis elle finit, cette entente-là. Puis, il faut encore une fois que ça réponde à un besoin de l'école. Rôle, puis du plus simple au plus complexe. On va voir tantôt, là, il y a des ententes, il y a des liens qui peuvent être extrêmement complexes. On ne s'embarque pas là-dedans en partant. Du plus simple au plus complexe. Leadership encore, évidemment, de la direction. Je viens juste de le mentionner, les liens avec les activités de l'école. Développer des collaborations bidirectionnelles. Nous, on a beaucoup de résidences de personnes âgées. Oui, vous en avez, vous autres aussi. Alors donc, on va amener les jeunes, comme là, c'est Noël. Bon, les enfants vont aller chanter des chansons, justement, dans les résidences. Et si les retraités sont en forme, ils viennent faire de la lecture dans les écoles. Et je suis sûre que vous le faites déjà. Alors, on y va. Bon, nous, là, comme je vous disais tantôt, je parlais beaucoup des parents, mais depuis 10 ans, il y a eu une prolifération d'initiatives
en lien avec la communauté. Juste un exemple, puis vous le faites. École-entreprise. Alors ça, c'est un projet qui a été réalisé par une équipe de l'Université Laval. Alors, ils se sont organisés avec une entreprise qui a fourni de l'argent, des fonds, comme certains d'entre vous ont fait, pour acheter des tablettes. Puis c'était des jeunes qui étaient à risque de décrocher. Alors, ils allaient dans l'entreprise, et puis bref, je ne relaterai pas toute l'expérience, mais ça a été formidable. Projet Université Milieu, ça c'est l'exemple que j'ai donné à certains d'entre vous ce matin, où on part de l'université avec des étudiants, pas de l'université, mais d'une école, avec des étudiants, et on entre en contact avec quelqu'un de l'extérieur, comme là, dans ce cas-ci, c'était en Gaspésie. En Gaspésie, là, si on regarde la carte du Québec, complètement à l'est, et c'est quelqu'un qui était dans un musée maritime. Alors, évidemment, par télécommunication, hein, il faut être organisé de ce côté-là, mais ils ont préparé leur entretien. Donc, c'est un projet structuré qui intègre d'autres matières et ils ont travaillé avec cette personne-là qui a accepté de le faire bénévolement et qui avait accès à un tas de connaissances. École, organisme, ça, c'est super. Je connais très bien les collègues. C'est un projet qui a été réalisé et qui est toujours en marche, qui est toujours en cours, qui a été initié par un organisme communautaire. Ça peut être par l'école ou par l'organisme communautaire, mais l'organisme communautaire, la maison de la famille, est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Maison de la famille, c'est un organisme communautaire. Hein? C'est plus neutre. Et alors, ils travaillent, c'est un ensemble d'intervenants qui travaillent avec ces jeunes-là qui sont très à risque de décrocher. Alors, ils sont entourés, ils sont encadrés et ils ont des réunions toutes les semaines avec la direction de l'école. J'y ai été, j'ai vu de mes propres yeux et ça fonctionne vraiment. Un autre projet Université Milieu, ça, je trouvais que c'est un échange sur le plan didactique que je pense que c'était au niveau du français. Alors, ce sont des élèves, vous avez entendu parler de l'école éloignée en réseau. Hein? Alors, ce sont de plus en plus, on cherche malheureusement à fermer des écoles dans les petites communes, les petits villages. Alors, ou bien au lieu de les fermer, bien, on va dire, organisez-vous avec des enseignants dans une autre école plus éloignée, justement pour travailler ensemble. Évidemment, ils ont accès à une fibre optique qui est super efficace, qui est rapide. Et ça se fait depuis une quinzaine d'années. Ça ne se fait pas partout, mais ça se fait. Alors, on y va? Les activités parascolaires. Mais je laisse quelques mots. Vous en avez parlé. Hier, il y avait le volet scolaire, récréatif et culturel, voyez-vous? Alors, donc, souvent, on se fait aider par des individus ou par des organismes, même par des bénévoles. Vous le faites déjà. Alors, je n'ai pas besoin On passe à l'autre, s'il te plaît. Et ça a été évalué. Et ça, c'est du gros boulot, évaluer les programmes parascolaires. Regardez, j'ai mis en gras là, ce qui est important. Alors, les programmes parascolaires semblent plus bénéfiques aux enfants de milieux défavorisés, aux plus jeunes enfants et aux garçons. Ça y est, nos gars reviennent encore. Et aux garçons situés en milieu urbain, puis dans des milieux à haut risque de criminalité. Et cet auteur-là, voyez-vous, c'est un travail, je ne m'embarquerai jamais là-dedans. Là. C'est quelque chose. Quand on analyse au-dessus d'une couple de centaines d'activités, bref, donc c'est démontré, mais d'une façon, il ne faut pas que ce soit juste un événement. J'écoutais, oui, un événement, c'est intéressant, mais il faut que ça soit à faire sur une base continue. C'est beau. Farah, s'il te plaît. Bon, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça s'insère dans un mouvement qu'on appelle l'amélioration de l'école. En anglais, School Improvement, rendre les écoles plus efficaces.
On a des directions d'école qui travaillent encore avec ce mouvement-là et ça va. Je pense que ça va se poursuivre encore pendant plusieurs années. Je vais vous dire pourquoi. Il y a aussi les écoles avec services intégrés. Et de ce que j'ai visité, il y a une école que je vois davantage qui se rapproche de ça. Alors, donc, il y a trop de problématiques et l'école ne peut plus. L'école, on y en demande, hein? Ça n'arrête pas. Alors, donc, il faut absolument de l'aide complémentaire, mais il y a plusieurs modèles. Les services peuvent être offerts dans l'école même. Il y a des écoles qui ont un médecin. Nous, ce n'est pas si fréquent que ça, vraiment pas. On peut avoir les services sociaux pas loin. Il faut que ça soit près, finalement, de l'école pour que les élèves et les familles qui en ont besoin y aient accès. Voyez-vous ce que j'ai mis en gras? Il n'y a pas un seul modèle. Il n'y a rien d'universel. On peut s'inspirer, l'adapter en fonction de nos spécificités. Alors, tout dépend, comme c'est dit, c'est modulé selon les besoins qu'on a identifiés. Alors, quel que soit le modèle, l'école demeure le point de départ. Puis, vous l'avez mentionné, je l'ai entendu à quelques reprises, pour offrir des services sur le continuum prévention, traitement et soutien. Et je vous ai mis les auteurs ici. Ce sont des Américains qui sont les plus réputés, les plus ferrés dans ce domaine-là. Alors, école avec services intégrés, un mouvement, on y va. École communautaire. Parlons-en de l'école communautaire. Alors, au début, autour des années 2003, 2005, 2007, on a documenté l'école documentaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Voyez-vous, c'est une école avec des services intégrés. Hein? Donc, elle comprend ça. Et le continuum est là. Regardez, ça, c'est fort. Moi, je ne connais pas d'écoles qui sont comme ça, OK? Donc, on ne s'énerve pas. Ouverte le soir, les fins de semaine et l'été. Mais je sais que dans certains milieux, surtout du côté américain, là, je pense que je l'ai en bas, juste dans l'État de la Californie, en tout cas, il y avait quelque chose comme 350 modèles différents, là. Mais en fait, la façon qu'on illustre l'école communautaire, puis appelez-la autrement, là, hein, on dit en québécois, on ne s'enfargera pas d'un fleur du tapis, OK? Mais c'est l'équivalent de Full Service Schools. Mais regardez ce qui est intéressant, regardez ce qui nous rejoint, regardez ce qui... En fait, ce sur quoi vous vous penchez depuis 2 jours. Ici, basé sur des réformes globales en éducation. Ce que ça dit, dans un premier temps, il faut regarder le curriculum. Il faut un curriculum qui est le fun, qui est signifiant, qui va chercher les intérêts des élèves. Il y a des méthodes d'évaluation qui sont mixtes, des stratégies d'enseignement variées. Alors, c'est rien de nouveau, ça. On en a parlé depuis 2 jours. Des relations interpersonnelles positives. On a vu tantôt les relations école-famille-communauté aussi. C'est une question de relations. Formation continue, c'est ce que vous faites. Un environnement sécuritaire, évidemment. On va chercher la participation des parents et de la communauté. Ça, c'est une définition pure et dure. On se situe plus sur un continuum. Hein? Ça peut être moins communautaire ou davantage communautaire. On y va. On ne l'a pas encore. D'après moi, là, on se situe sur le continuum. Mais on n'est pas tellement avancé encore, mais je pense qu'on s'en va davantage dans cette direction-là. Et ça, c'est mon modèle préféré. Parce qu'il m'aide à comprendre là où on doit travailler. Regardez, on commence par regarder ce qui se passe dans la classe. OK? Ça se joue là. Puis l'élève est au cœur de sa réussite. Regardez tout ce qu'on vient juste de dire, incluant la gestion de classe. On aide évidemment aux élèves, aux familles, on en a parlé. On va en chercher plus. Participation parentale au suivi scolaire. On va en chercher plus. L'ouverture vers la communauté. On pense, je vous ai entendu
parler, moi en tout cas, j'ai cru comprendre que vous parliez des transitions, hein, quand on passe d'un niveau à l'autre, alors on s'en préoccupe, et aussi les interventions en situation de crise. Alors, on a la semaine sur la toxicomanie, on travaille beaucoup sur la prévention de la violence, surtout sous l'angle de l'intimidation. Alors, on y travaille. Le suicide, on a quand même, malheureusement, un taux important de suicide chez les jeunes. Alors, je l'aime. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire ça, mais je trouve qu'il illustre finalement où on peut intervenir. Alors, voilà. Les écoles, encore une fois, communautaires, ont été évaluées. Je ne m'embarquerai pas dans ce genre d'évaluation-là. Alors, voyez, je vous laisse regarder rapidement, donc, les effets positifs qui ont été observés. On y va? Alors, le rôle des parents. Bien, dans tout ça, qu'est-ce que les parents viennent faire dans l'école communautaire? Et le chef de file par rapport à ça, c'est Warren. J'ai eu la chance de le rencontrer. Alors, c'est un prof de l'université Harvard. Lui, ce qu'il dit, c'est surtout quand on est en milieu défavorisé, pluriethnique, bien, dans un premier temps, il faut commencer par créer des relations. Tu sais, on veut amener les parents à l'école, les familles à l'école. Dans un premier temps, on travaille ça, les relations entre les familles. Et vous avez tout un truc qui est efficace, parce que quand on a fait la visite de plusieurs écoles, on a vu beaucoup d'écoles qui avaient des jardins. Bien, je sais qu'à Montréal, même à partir des années 95, 96, ils faisaient des jardins communautaires. Alors, ils invitaient des familles de milieux défavorisés à venir y travailler avec leurs enfants. Et là, mine de rien, ils établissaient le réseautage. Alors, ils apprenaient à se connaître. Et de là, des organismes communautaires pouvaient les amener vers l'école de cette façon-là. Et il utilise, lui, le terme qu'il utilise, c'est l'approche relationnelle qu'il faut absolument développer. Voyez-vous, relation, approche relationnelle. On y va. Bon, alors, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a fallu fouiller un peu. En Saskatchewan, qui est une province de l'Ouest, mais ça fait longtemps qu'ils ont des écoles communautaires, peut-être pas à 100% sur l'autre bout de continuum, là, comme la définition que je vous ai présentée, mais c'est correct. On n'est pas tous obligés de créer des écoles communautaires. Il faut que ça réponde vraiment à un besoin. Au Québec, j'ai oublié de vous dire, au Québec, on a des commissions scolaires, vous autres, vous appelez ça des circonscriptions, hein, je pense, francophones, en majorité francophones, et on en a anglophones. Et chez les anglophones, hein, évidemment, ils ont une culture différente, ce qui est fort intéressant. Il me disait à un moment donné, lors de formation, mais tu sais, nous, là, sans les parents, on ne fonctionnerait pas. Ça fait tellement partie de leur mentalité, de leurs habitudes, alors que nous, les francophones, là, il faut l'apprendre. C'est pas toujours là. Alors, ils appellent ça, eux autres, au lieu d'appeler ça école communautaire, ils vont parler de centre d'apprentissage communautaire. Et, voyez-vous, c'est une autre appellation. Et au Québec, il y a eu un gros projet, à un moment donné, FECRE. Vous allez le retrouver. J'ai laissé 2 adresses de site web, puis je vais vous les introduire tantôt. C'est décrit. Alors, de 2003 à 2009, voyez-vous, 12 commissions scolaires ou 12 circonscriptions, 24 écoles. Alors, ça ressemblait, ça s'approchait d'écoles communautaires sur le continuum. Alors, tous les liens qu'ils ont créés entre les écoles, avec les organismes sur le terrain, évidemment, le ministère de l'Éducation, etc. Ah, tiens, vous l'avez. Regardez, c'est impressionnant, hein? En 98, c'est en Floride, je parlais de la Californie, 350 modèles. Hein, il faut le faire, hein? Alors, donc, ce qui veut dire qu'on développe un modèle qui répond à nos besoins. On part de notre spécificité. L'évaluation. Ah, ça, c'est la patate chaude tout le temps. Comment on évalue ça?
Alors, quand on mène des initiatives qui sont simples, on peut utiliser des moyens qui sont simples. Y aller par questionnaire, des petites entrevues aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté, etc. Mais dans le livre, je pense, oui. Ici, oui, c'est de là. Alors, j'ai dirigé, je veux pas y vendre en passant, parce que de toute façon, c'est pas payant du tout. Alors, c'est 2 volumes que Routledge, la maison d'édition, m'avait demandé. Alors, j'en ai un, c'est celui-là, sur, justement, International Perspectives. C'est sur la communauté, les écoles et les pratiques innovantes sur le plan international. Alors, tout le monde est préoccupé par ça, et ça fait des années. Et en passant, j'en ai un autre sur les devoirs, parce que tout le monde est préoccupé par les devoirs et leçons. Alors, ça va, merci. On y va, on change? Alors, donc, qu'est-ce que ça prend finalement pour créer ce partenariat-là? Alors, on a parlé. Là, on est rendu école, famille, communauté. C'est comme école, famille. Alors, on parle, des zones grises. Tu sais, on dit des fois, il faut que le rôle des parents soit bien défini. Le rôle des enseignants également. Mais il y a un collègue pour vous autres qui est originaire de la France, non, c'est de Genève, il est de Genève, Molini, qui dit que c'est un chantier permanent, puis on arrivera, je vous l'ai mentionné tantôt, on n'arrivera jamais à définir clairement qui fait quoi. Il va toujours y avoir des zones grises. Je trouve qu'il est réaliste, vraiment. Ensuite, le rôle... J'aime les directions, ça a l'air de ça, là, quand on regarde... Ils sont revenus combien de fois sur les diapos? Alors, donc, le rôle pivot de la direction, principe d'égalité. Nous, souvent, comme enseignants, on oublie, on pense à notre classe, nos 25, ça varie, là, je sais, mais le parent qu'on reçoit, lui, pense à son enfant. Alors, donc, il faut faire attention parce qu'on n'est pas sur le même diapason quand on commence à discuter. Ça, c'est important de s'en souvenir. Alors, donc, partage, ouverture, confiance mutuelle. Ça, c'est intéressant. J'ai fait une étude, justement, avec une collègue dans des écoles. On appelle ça des CFR. Ce sont vraiment des écoles... C'est pas des écoles, Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Mais c'est qu'on veut apprendre des choses très simples aux jeunes, comme classer des trucs qu'on ramasse, placer on appelle ça en anglais des boats, donc, ce sont des jeunes qui sont limités, mais qui continuent d'apprendre. Alors, on a demandé aux parents qu'est-ce qu'il fallait pour qu'ils fassent confiance aux enseignants. Et ils nous ont dit, bien, nous, ça passe par notre enfant. Alors, si on voit que l'enseignant s'intéresse à mon enfant, mais moi, je vais lui faire plus confiance. Alors, donc, ça passe par l'enfant. Reconnaissance du rôle de chacun, OK? On y va. Bon. Alors, les savoir-être, on les passe parce que j'arrive avec ça ici. Ici, alors, je suis supposée d'avoir mon cahier. Ah, il est ici. Les conditions, on y va? On passe? On passe, oui. Alors, donc, il y a des auteurs qui ont développé les 4A. Ça, vous retrouvez ça sur Internet, c'est gratuit. Alors, les conditions essentielles. Christensen et Sheridan, qui parlent des 4A, alors avoir une approche, finalement, qui est positive, partager les formations, reconnaître que la collaboration, c'est important, croire à l'importance de travailler ensemble, etc. On poursuit à l'autre. Alors, approche, oui. Alors, là, ici, on met l'accent sur les relations. Vous allez voir, tout est là. Alors, c'est pour ça que je passe vite, inviter les parents, etc. On y passe. Les attitudes constructives également, c'est là. Je vous invite à les lire. C'est un petit fascicule, c'est vraiment pas long, puis c'est écrit dans des mots simples. Ça s'adresse à tout le monde. On y va. Les attitudes positives. Et une atmosphère. Vous en avez tellement parlé au cours des 2 dernières journées. Alors, l'accueil et vous pratiquez.
l'accueil. C'est très clair. Alors, merci beaucoup encore une fois. Alors, donc, la confiance mutuelle, etc. On y va? Les actions, mais ce sont les activités qu'on met en place. Alors, souvent, les parents vont nous dire, on a besoin d'être informés. Mais oui, c'est sûr, ils ont besoin d'être informés. S'ils ont besoin d'être guidés, alors on voit comment on peut répondre à leurs besoins. On peut s'adresser à la communauté, aux organismes, etc., etc. Bon, alors, quoi d'autre ici? Ça va. On a parlé continuellement d'action, d'activité, et c'est ça que ça veut dire. Alors, on passe à l'autre, s'il te plaît. Les étapes à suivre, hein, ce sont les mêmes étapes que vous devez suivre dans votre projet d'établissement. On les passe. C'est ici. C'est ici. Oui. Alors, donc, les éléments incontournables, je finis avec ça. Leadership, hein, de la direction. Travail d'équipe, encore depuis 2 jours. Un plan d'action. Plan annuel, ça rejoint votre projet d'établissement. Approche relationnelle. Il faut faire de l'évaluation autant que possible. On commence avec du simple. Réseautage, c'est important. Mesure qui part du bas vers le haut et le haut vers le bas. Alors, il y a comme, j'avais pris en note hier, je me disais, finalement, il y a 3 concepts. Là, je m'éloigne du micro, hein? Il y a 3 concepts qui reviennent continuellement. Bienveillance, vous l'aviez mentionné, je ne sais pas combien de fois. J'aime bien le mot « caring » en anglais, mais c'est ça, bienveillance, relation et communication, finalement. Bien, rappelez-vous qu'on commence à l'école, on commence dans ce qui se passe dans la classe. Il y a des jeunes qui vont réussir, même si les parents ne sont pas là. Ça, on le sait. Mais il y a des écoles qui vont bien réussir, même s'ils n'ouvrent pas la porte, même s'ils ne rejoignent pas la majorité des parents. On le sait, ça. Mais par contre, si ces écoles-là cherchent à en atteindre le plus possible, mais c'est là qu'on va avoir un milieu qui va être plus bienveillant tout en étant exigeant. Alors, je vous laisse là-dessus. Beaucoup de matériel, mais écoutez, c'est quasi 25 ans. Alors, merci. Merci. Démonstratif.